Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 9. Vous reprendrez bien du bœuf. Alors là, je pense que quand vous avez lu le titre, vous vous êtes dit qu'est-ce qu'elle a picolé la prof. Non, pas du tout. Vous avez compris, en faisant l'exercice, il y avait un rapport avec la puberté humaine. Donc vous avez compris. Enfin, oui. Donc, on parlait de la puberté chez l'homme, mais en fait, si on reste sur les exemples humains, question expérience, on manque un petit peu de données. Donc, ou alors c'est des données très complexes. Donc du coup, je me suis forcément reportée sur un exemple animal pour pouvoir vous illustrer le principe de la puberté. Et j'ai choisi le bœuf, puisque dans le cours, je vous avais parlé du coq, du chapon, etc. J'ai mon fils qui fait des perturbations visuelles. Donc voilà, quoique je vous illustre, enfin je vous parlerai de quelques exemples humains ensuite. Pas très ragoûtant, vous allez voir. Mais bon, c'est les fameuses anecdotes de Madame Prévost. Donc vous reprendrez bien du bœuf. Donc en fait, je vous apprenais l'atroce vérité. Si vous aviez toujours cru que le mâle de la vache s'appelait le bœuf, eh bien vous aviez faux sur toute la ligne, c'est terrible, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à faire l'erreur. Donc le mâle de la vache, c'est le taureau. Donc la vache, je vous l'ai mis, c'est l'espèce Bos taurus, c'est la vache domestique, la vache d'élevage. Dont il y a un max de variétés, la limousine, la salers, et puis j'en passe et des meilleurs. Oui, je vous ai mis en fond d'écran là des bœufs Watusi. C'est une variété très impressionnante qu'on trouve en Afrique, qui a des cornes complètement colossales, y compris les bœufs, même si... Bon bah bref, on va revenir sur le cas des bœufs. Donc le mâle de la vache, c'est le taureau, et donc le bœuf, en réalité, c'est un mâle qu'on a castré avant sa puberté. Le but étant, vous l'aurez compris, qu'il ne développe pas de caractère sexuel secondaire et surtout qu'il ait une viande du coup tendre, grasse, facile à manger, parce que, paraît-il, ça j'ai jamais mangé, mais paraît-il que la viande de taureau c'est juste une galère à manger. Enfin, il y en a qui aiment, mais c'est pas pour rien que vous en trouvez pas en magasin, c'est que tout simplement c'est un peu spécial, quoi. C'est un peu... la mâche est un peu dure. Donc c'est pas du veau, le veau c'est tendre aussi, c'est intéressant ça. Le veau c'est tendre aussi, mais c'est normal, c'est un petit bébé qu'on tue. Trop sympa. Donc j'ai pas pu résister à vous mettre l'image d'un petit veau ici, c'est affreux, c'est affreux. Et donc le bœuf, c'est un mâle qu'on a castré avant la puberté. Trop chouette, trop chouette. Je vous jure, mon objectif c'est pas de vous rendre tous végétariens, je veux juste que vous sachiez ce que vous mangez. Après, faites ce que vous voulez. Donc, l'objectif du cours, c'était d'étudier un petit peu des expériences menées chez le bœuf pour comprendre un petit peu le rôle des gonades dans cette histoire. Alors à chaque fois, je prends des exemples masculins parce qu'en fait, les caractères sexuels secondaires chez les mâles sont souvent plus spectaculaires dans le monde animal. Merci, mon chéri. Sont souvent plus spectaculaires chez les mâles que chez les femelles. Donc du coup, c'est plus facile de mettre en évidence les caractères sexuels secondaires chez les individus masculins. Donc, première mission, on essayait déjà de faire la liste des caractères, il fallait que vous fassiez la liste des caractères sexuels secondaires du taureau. Et pour ça, je vous avais mis en comparaison un taureau de la race Salers et à côté un bœuf de race Salers. Donc c'est la même race, enfin c'est la même variété, c'est-à-dire c'est un type de vache. Je crois que c'est des vaches... Il me semble que les Salers, c'est que des vaches à viande. Je crois pas que ce soit des vaches à lait. Enfin bon, bref. Donc le taureau est ici, le bœuf est là. Donc vous l'aurez compris, le bœuf n'a pas développé ses caractères sexuels secondaires, puisqu'on l'a castré avant sa puberté. Et le bœuf, lui, a tous ses caractères sexuels secondaires. Donc fallait m'en faire la liste. Alors, déjà, on va en parler, parce que je suis sûre que vous l'avez remarqué. Vous avez ici une gigantesque paire de testicules qu'on peut pas louper, clairement, à moins d'avoir les yeux derrière la tête, on peut pas les louper. Donc testicules apparents mais normal, il n'a pas été castré lui. Ce que vous voyez pendouillé ici, alors j'ai pas corrigé encore vos copies, je suppose que j'ai dû avoir un festival de description toutes plus salaces les unes que les autres. C'est ce qu'on appelle le fourreau de son pénis. Voilà, donc le pénis est rentré dans un fourreau de peau et qui dépasse largement sous le ventre des mâles.
Chez le bœuf qui a été castré, on retrouve quand même ce fourreau, parce qu'il faut bien qu'il urine, hein, le pauvre petit père, hein, on lui a pas coupé le pénis, hein, on lui a juste coupé les testicules, donc vous n'avez plus les testicules, mais vous avez encore, alors là ça se voit pas bien, mais, parce que c'est un jeune bœuf ça, mais vous avez hein, le fourreau aussi chez le bœuf. Bon, si vous m'avez mis qu'il y avait un pénis, ou j'en sais rien, une zigounette, je sais pas ce que vous m'avez dit, on verra bien. Je le compterai bon, mais sachez que le bœuf là quand même, hein, on n'est pas, enfin c'est pas une opération à ce point envahissante on va dire. Enfin c'est quand même un petit peu. Bon alors la technique de coupage des testicules, honnêtement je la connais pas trop. Je sais que chez certains animaux comme les moutons, ça peut se faire grâce à un petit élastique qu'on place très serré au niveau du testicule et le testicule finit par tomber, il se nécrose et il tombe. Oui c'est dégueulasse, je sais. Je suis désolée, c'est la vie, hein, voilà, c'est comme ça que ça marche. Sinon, un bon coup de pince et ça repart. Évidemment sans anesthésie, hein, on va pas anesthésier, ça se fait dans les champs comme ça, boum, à l'arrache. En tout cas, dans l'agriculture traditionnelle, je sais pas comment c'est dans l'industrie, ça doit pas être bien mieux. Grosse différence également entre les deux individus. Bon, déjà, une musculature évidente chez le taureau, que vous voyez bien, hein. Alors d'accord, lui il a plus de poils, mais clairement celui-ci est plus musclé que celui-là. Celui-là il a du muscle en fait, mais qui est tout gras, enfin, si vous voulez, il est un peu bedonnant par rapport à lui. Autre différence majeure, je sais pas si vous remarquez, mais il a ce qu'on appelle un garrot, c'est-à-dire la bosse du cou, qui est extrêmement développée chez le taureau, et qui est beaucoup moins développée chez le bœuf. C'est dû à la musculature en fait, hein. C'est pas le squelette qui est déformé, c'est que là il y a énormément de muscles, le but étant que le bœuf soit assez costaud pour aller se battre avec d'autres bœufs. Et donc absorber les chocs avec son cou. Donc c'est pour ça qu'il a une musculature très étendue. Le bœuf il est tout tranquille. C'est aussi pour ça hein, qu'on castre les bœufs, c'est parce que c'est beaucoup plus facile à élever, ça charge pas son éleveur tous les 4 matins. Donc c'est très docile et ça n'a pas besoin de cette musculature, ça se bat pas, c'est gentil comme tout. Dernière différence de taille, c'est que vous auriez pu remarquer, c'était la taille des cornes. Hein. Les cornes sont beaucoup plus développées chez le taureau que chez le bœuf. Bon, sachant qu'il peut y avoir des triches, hein, parce que parfois dans les élevages on rabote les cornes des individus, même des vaches, hein, même parfois on leur met des bouchons au bout en plastique pour être bien sûr que personne se fasse blesser, parce que c'est plus pratique. Je vous laisse réfléchir là-dessus, moi bon, ça me laisse rêveuse. Enfin bon bref, voilà. Donc c'était à peu près ça, hein, les différences majeures qu'il y avait entre un taureau et un bœuf. Donc les caractères sexuels secondaires, je répète, c'est la présence de testicules, la musculature, les cornes très développées et le garrot, alors si vous m'avez mis le cou, hein, je comprends, le garrot très développé. Ensuite, bon ça c'était de l'observation d'image. Deuxième mission, je vérifie que mon enregistrement a bien lieu, parce que j'ai tendance à le couper. Il fallait comprendre comment agissent les gonades dans l'apparition de la puberté. Dans le cours, je vous avais bien montré que quand on coupe les gonades, donc testicules ou ovaires, bah, on n'a pas de puberté, on n'a pas de développement de caractère sexuel secondaire. Bon, mais ça vous disait pas comment ça marchait, ça. Donc là, je vous ai proposé 3 expériences. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, c'est mon ordinateur qui pète un boulard. Attendez, tout va bien. Ah non, c'est parce que j'ai dézoomé, qu'est-ce que j'ai... Ah, non, on y retourne. Tout va bien. Donc, les 3 expériences là permettaient de comprendre un petit peu comment fonctionnaient les gonades, et notamment là les testicules. Donc vous aviez dans la première expérience un veau castré, donc à qui on a retiré les testicules. Vous voyez qu'il a le petit fourreau là. Hein, on le laisse se développer, bah sans surprise il donne un bon bœuf bien gras. Voilà. Avec son petit fourreau aussi. Donc ça c'était une première expérience de base qui vous semblait, je pense, plus très étonnante, puisque vous aviez déjà l'exemple avec le coq dans le cours. Ensuite, vous aviez ici un veau castré, mais à qui on avait greffé des testicules sous la peau. Oui, oui, y en a qui ont fait ça. Ça se fait chez les rongeurs, chez les lapins, chez les machins. Et ça se fait chez à peu près tout animal. Quand on greffe les testicules, on se contente pas d'ouvrir la peau et de foutre les testicules dessous. On connecte le testicule avec des vaisseaux sanguins. Donc l'organe est actif et il est en connexion avec les vaisseaux sanguins. C'est ce que je vous avais mis là. On le laisse se développer et boum, on obtient un taureau avec tous ses organes et tous ses caractères sexuels secondaires. D'accord? Donc c'est comme tout se passe comme si les testicules, alors qu'ils sont pas à la bonne place, et ben à partir du moment où ils sont connectés au sang, et ben on obtient quand même une puberté. D'accord? Bon, le taureau était pas du tout de la même espèce, je suis désolée, j'ai pas trouvé des illustrations qui étaient raccords, enfin vous aviez compris. Troisième expérience,
on a toujours notre veau castré, et lui, on lui greffe pas de testicules sous la peau, on lui injecte régulièrement, hein, en une fois ça suffit pas, on lui injecte régulièrement de la testostérone, donc injection sanguine, on injecte dans son sang donc une substance qui est normalement produite par les testicules. Et quand il se développe, et ben hop, on obtient à nouveau un taureau. D'accord ? Donc là, le but du jeu, c'était de me compléter ce tableau d'analyse des expériences, en me mettant pour chaque expérience, s'il s'agissait d'une expérience témoin ou test, en me décrivant l'expérience, alors je vous ai mis des textes à trous pour vous aider un petit peu, en me décrivant les résultats obtenus, jusque-là, ça ne devait pas être trop dur, et ensuite il fallait relier chaque résultat à sa bonne interprétation. Je vous rappelle que l'interprétation d'un résultat, c'est qu'est-ce que nous apprend le résultat, qu'est-ce que nous apprend cette expérience, d'accord ? Donc, on y va. Je remplis. Donc la première expérience, c'était le veau castré qu'on laisse se développer et que ça donne un bœuf. Donc là, typiquement, c'était une expérience témoin. Hein, on n'y faisait rien de spécial, c'était juste pour voir si tout se passait bien. Donc, expérience témoin. On retirait donc ces testicules. Ouh, c'est beau. À un veau. Et on obtient donc un bœuf, bah non, un beauf, tout va bien, qui ne présente pas de caractère sexuel secondaire. Moi, je vous avais vraiment mâché le travail. Hein. Oh là là, c'est très beau, encore une fois, comme correction, c'est magnifique. Ah mince, là, je vais pas pouvoir faire de lien. Ah, flûte. Oui, j'ai toujours pas trouvé comment mettre des traits. C'est un petit peu pénible. Bon, écoutez, je commence déjà par remplir ça et après on fera les traits. On fera les interprétations après. Deuxième expérience, donc c'était le petit veau castré à qui on greffait des testicules. Donc ça, c'était une expérience test, là, pour le coup. Hop. Donc, on greffe des testicules à un veau préalablement castré. D'accord ? On obtient un individu qui présente des caractères sexuels secondaire, je suis désolée pour la qualité de cette correction, mais c'est pas grave. Comme un secondaire. Et ben c'est comme ça que ça s'écrit, mon grand. Eh oui, et voilà. comme un taureau normal. Bon, sauf que au final, il n'a pas ses testicules, mais il a ses testicules greffés sous la peau, donc ça compte pas vraiment. Mais tout se passe comme s'il avait l'apparence d'un taureau et qu'il avait passé sa puberté. Bon. Enfin, dernière expérience, on verra ce que ça dit après. Hein. Dernière expérience, c'est une expérience test à nouveau. Hein, donc c'est le petit veau. Alors attendez, on injecte de la testostérone à un veau préalablement castré et on obtient un individu qui présente des caractères sexuels secondaires. Bon, en fait, c'est le même résultat. Hein. Comme un taureau. Ok, alors, là, j'ai pas envie de faire de montage, donc je vais pas trop m'embêter. Regardez, magie du direct. Je fais une capture d'écran. J'ouvre, quand elle voudra bien, j'ouvre ma capture d'écran avec mon petit logiciel merdique. Et donc, si on reprend, là, je vais tracer des traits verts. Donc la première expérience, l'expérience test, elle permettait simplement de savoir que sans les testicules, pas de puberté, pas de caractère sexuel secondaire. C'est tout ce qu'elle nous apprend. Bon, elle nous apprend rien finalement, parce que vous le saviez déjà. Donc ça correspondait à la deuxième interprétation. Les testicules sont indispensables à l'apparition de la puberté chez les mâles. Pas de testicules, pas de puberté. Donc, voilà. La deuxième expérience, elle nous disait que quand on greffait donc les testicules par voie sanguine, il y avait réapparition des caractères sexuels secondaires. Donc ce qu'on apprend, c'est que les testicules, ils agissent pas juste parce qu'ils sont là, ils agissent en passant par le sang. On ne sait pas encore comment, mais clairement, ils ont besoin d'être connectés au sang pour marcher, quel que soit l'endroit du corps où ils sont présents. Ils n'ont pas besoin absolument d'être dans l'entrejambe, si vous voulez. Donc ça correspondait à la troisième interprétation. Les testicules agissent par voie sanguine. Ok ? Et la dernière expérience,
Elle nous apprenait que cette action, elle se passait grâce à une substance qu'on appelle la testostérone. S'il n'y a pas de testicules, mais qu'on injecte de la testostérone, ça fonctionne. On a une puberté. Donc ça veut dire que c'est pas le testicule en entier qui joue un rôle, c'est la testostérone fabriquée par le testicule. Donc ça correspondait à la première interprétation. Les testicules produisent une substance appelée testostérone. Ça va? Donc ça c'était pour cet exercice. Bien. Reprenons. Exercice 3 maintenant. Je vous donnais un peu de théorie parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je vous expliquais donc que les testicules produisaient de la testostérone, ça c'était chez les mâles, et que chez les femelles, les ovaires, c'est un ovaire, hein, attention, ils produisent un équivalent de la testostérone qu'on appelle les œstrogènes, qui provoquent le développement des caractères sexuels secondaires des femelles, c'est-à-dire les mamelles, le développement des hanches, etc. Bon bref, j'en passe et des meilleurs. C'est comme chez les testicules, les ovaires agissent par voie sanguine et provoquent donc le développement des caractères sexuels secondaires à la puberté. Donc ces substances, testostérone et œstrogènes produites par les gonades, hein, les testicules et les ovaires, c'est ce qu'on appelle des hormones, les fameuses hormones de l'adolescence, hein, ou alors quand on dit à une femme ouais, c'est les hormones, c'est pour ça qu'elle est pénible. Ouais, ça, on a tous des hormones, hein, les hommes et les femmes, d'accord ? Donc oui, les fameuses hormones de l'adolescence. À partir de ce petit ajout de connaissances et de ce que vous aviez appris avant, il fallait me compléter ces mots fléchés, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire de suite. Oh, c'était pas bien dur. En 1, en vertical, ici, vous aviez l'hormone masculine produite par les testicules. Et ben, je vous le donne en 1000. C'était la... alors, ça va être très long. Je vais arrêter de parler en même temps. Attendez, il faut que je me concentre en cliquant. Et là, je vais réaliser que mon truc est mal foutu. Non, ça va. Testostérone. Bon, c'était juste de l'application de connaissances. En 2, les organes responsables de la puberté produisant des hormones. En général, hein, pas testicules ou ovaires. Comment ça s'appelle cet ensemble d'organes responsables de la puberté? Ben, ça, c'était dans le cours. C'était les gonades. Ah, oh là, j'ai pas été sympa, j'aurais dû rajouter une case. Bah parce que j'avais mis organe au pluriel, donc j'aurais dû rajouter une case. Désolée, I'm sorry. Bon, je pense pas que ça vous ait trop perturbé. La période de la vie d'un individu où il devient capable de se reproduire, bah ça c'est le thème du cours, hein. Ça s'appelle la puberté. Voilà. Maintenant, en 4, gonades féminines produisant des œstrogènes. Et ben, ce sont les ovaires. Hop. Alors là, pour le coup, je l'avais mis au singulier, donc je reste au singulier. Et ça marche. Ensuite, en 5, maintenant on passe à l'horizontale. Hormones féminines produites par les ovaires. Eh bien, ce sont les œstrogènes. Alors, vous aviez le nom écrit au-dessus, hein. Alors pareil, on dit souvent les œstrogènes, mais là j'avais mis au singulier, donc œstrogènes. En 6, gonades masculines produisant de la testostérone. C'est le testicule. On dit un testicule et pas une testicule. Je sais, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Testicule. Et enfin, en 7, la substance produite par les gonades est déversée dans le sang. C'est une hormone. Hormone. Voilà, c'est histoire de faire un petit bilan de tous ces mots compliqués là. Et sous forme de mots croisés, ça le fait toujours un peu plus. Voilà, bah écoutez, c'était pas bien compliqué. Alors, bon, j'ai pris des exemples animaux, là, pour cet exercice, mais en réalité, il existe des exemples humains qui illustrent un petit peu toutes ces choses, et je ne peux pas résister à l'envie de vous les raconter, parce que vous me connaissez, je peux jamais m'en empêcher. Premier exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une catégorie de chanteurs, alors ça n'existe plus maintenant, hein, c'est interdit, hein, mais au XVIe siècle, 16e siècle. À partir du XVIe siècle, ça a été très en vogue. On a développé une catégorie de chanteurs qui s'appelle les castrats.
Les castrats, donc vous l'aurez compris, pendant la puberté humaine, les garçons ont la voix qui mue. C'est-à-dire qu'ils avaient une voix claire. Tiens, tu nous fais une illustration, tu nous parles ? Blabla. Oui, voilà, blabla. Donc lui, il n'a pas encore mué parce qu'il a 10 ans. Mais dans quelques années, mon grand va finir par muer. Voilà, et la voix va tomber dans les graves. C'est tout à fait normal. C'est plus ou moins fort chez les individus, mais bon. Et il se trouve que dans le chant, notamment le chant lyrique, etc., la voix claire des jeunes garçons était très appréciée. Et il y avait un drame pour les jeunes chanteurs, c'était qu'à l'adolescence, ils perdaient leur voix, et certains n'arrivaient plus à chanter aussi bien qu'avant. Et on trouvait ça assez classe d'avoir des hommes qui potentiellement puissent tenir des rôles féminins dans des opéras, etc., avec des voix très très claires, et comme des voix de petits garçons. Et qu'est-ce qu'on leur faisait à l'âge de 6-8 ans à ces braves messieurs, alors plus ou moins volontaires, plus ou moins d'accord, plus ou moins forcés par leurs parents, on les castrait. Et oui, comme ça, on était sûr qu'ils ne mûraient pas à l'adolescence, vous voyez. Donc on leur coupait les testicules. Alors j'ai lu tout un tas de détails sur les opérations qui se passaient au XVIe siècle, autant vous dire que c'était certainement tout à fait agréable, n'est-ce pas? Alors on les droguait à coups d'opium, on les foutait dans des bains brûlants, et puis on leur sectionnait les testicules. Alors on a lu avec mon grand que également, éventuellement, il y avait une autre technique qui consistait à écraser les testicules, voilà, pour les détruire. C'est vachement sympa, n'est-ce pas? Il devait être ravi. Alors, moyenne de guérison, 13 à 15 jours, ça j'y crois moyennement. Et puis ensuite, en fait, ils passaient jamais par la puberté, et donc ils gardaient une voix claire et cristalline toute leur vie, et certains avaient un succès énorme, je pense notamment au castrat appelé Farinelli, qui a eu une carrière de rockstar littéralement, même si le rock n'existait pas à l'époque, enfin les gens Du coup c'était plutôt opéra star. Oui, opéra star, voilà, exactement. Il avait des groupies, les femmes tombaient dans les pommes en l'écoutant chanter, enfin c'était vraiment, c'était assez rigolo, mais enfin le type a eu quand même une vie un peu spéciale et un gros traumatisme dans l'enfance, vous vous en doutez bien. Il y a eu un très beau film fait sur son histoire, mais par contre je suis pas sûre que ce soit tout à fait 100% pour votre âge, mais enfin bon, vous pouvez à tout hasard trouver des extraits de ce film et entendre la voix du chanteur. Alors évidemment, l'acteur qui a joué le rôle n'était pas un castrat, hein. On a mis une voix de femme sur lui. Enfin, ça peut vous donner une idée de ce que ça donnait. Et puis, ça, donc, c'était des personnages qui n'avaient du coup pas de puberté, etc. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de le mettre. Oui, ah d'accord. Il avait oublié de mettre son appareil dentaire. Vous allez tout savoir. Bon. Et donc, ils avaient un aspect, un corps assez féminin aussi, hein, ils développaient pas leur musculature et leur caractère sexuel secondaire habituel, puisqu'ils ne passaient pas par la puberté. Mais il y a une deuxième technique de castration qui consiste, enfin ça n'existe plus non plus, hein, je vous rassure, mais ça a existé il y a encore pas très longtemps, notamment en Orient. On laissait les hommes passer par leur puberté, développer leur musculature, etc., enfin devenir forts et courageux et tout ce que vous voulez. Et ensuite, secondairement, on les castrait, et c'était une distinction honorifique. Si, je vous jure. Alors, je pense notamment au cas de l'Empire byzantin, je ne sais pas si vous connaissez, où certains chefs de guerre, enfin certains soldats de l'Empire byzantin, devenaient chefs de guerre, justement, c'est-à-dire chefs de troupes, grands chefs de troupes, grands dirigeants, ils avaient un pouvoir très important, et donc à cette occasion, on les castrait. Alors là, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt voilà. Eh ben l'intérêt, mes petits potes, c'est que bon, ils restaient musclés et performants au combat, donc ça c'était bien, puisqu'ils avaient passé leur puberté. Par contre, comme ils n'avaient plus de testicules, eh bien, ils ne pouvaient plus se reproduire, puisque les testicules sont les usines à fabrication des spermatozoïdes. Et donc, en les empêchant de se reproduire, eh ben, on s'assurait qu'il n'ait pas, pendant le combat, une sorte de vague à l'âme ou de petits regrets en se disant « Oh, je laisse femme et enfant derrière moi, j'ai pas très envie de mourir au combat. » Bah non, eux, ils s'en foutaient, ils avaient pas d'enfants, ils avaient rien du tout. Donc ils y allaient comme des bourrins, sans réfléchir. En mode rien à perdre. En mode rien à perdre, voilà. Je croyais que t'allais dire en mode rien à péter, mais c'est un peu ça aussi. Hein. Donc ils étaient réputés parce qu'ils avaient absolument pas peur de mourir au combat, et du coup, c'était des valeureux guerriers. Bon, puis dernier cas de figure, il y avait évidemment les eunuques
qui surveillaient les harems des grands sultans, etc. Les harems, c'était des sortes de grandes maisons où les sultans, entre autres, mettaient toutes leurs femmes et leurs épouses. Et pour les surveiller, ces harems, pour les garder, bah, ils préféraient que ce soit des types qui puissent pas se reproduire, tant qu'à faire, hein, histoire de pas avoir de mauvaises surprises. Hein, En voilà. revenant de, En revenant de la voyage. guerre ou en revenant de voyage, apprendre que l'une de ses prétendantes était tombée enceinte. Bon. Donc du coup, c'est des pratiques qui se sont faites de tout temps, dans beaucoup de civilisations. Voilà, mais c'était amusant de vous raconter ça. Sachez que ça a existé il y a encore pas si longtemps, au 19e siècle, ça existait encore dans certains pays. Bon, bah, heureusement, c'est interdit, hein, maintenant, on coupe plus les testicules des gens, hein, c'est fini, enfin, sauf au cas de maladie grave, hein, évidemment, mais sinon, on le fait pas. Bon, bah écoutez, pour une fois, j'ai pas parlé de pipi et de caca, j'ai parlé de coucougnette. On change de sujet, c'est ça qui est bien. Bon, voilà, j'espère que ce cours vous aura intéressé, que vous aurez appris plein de choses. Et puis, bah, la prochaine fois, bah, on reste sur le sujet de la reproduction humaine, mais on va arrêter de parler de puberté, vous verrez, on parlera d'autres choses. Et puis, bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Je vous dis à la prochaine, je sens que cette correction, à nouveau, va durer 1000 ans. Oui. Mon fils confirme. Et ben, on vous dit à la prochaine et salut, pour un prochain exercice.